Salut tout le monde. On va être ensemble pour la prochaine heure et demie. Je suis désolé, mais sympathie. Y a-t-il des gens à main levée? J'ai pas été manger ce midi qui ont mangé autre chose que de la salade, qui ont mangé beaucoup trop lourd pour regarder un atelier. Ouais? OK. Ben, c'est toi qui sais, là, ça dépend de l'effet que ça a. Bonjour aux gens outre-mer. Juste que vous sachiez que si vous posez des questions, il y a des gens d'un peu partout dans le monde de la francophonie qui vont vous entendre. Donc, en espérant que ça limite le nombre de questions. OK. Salut. Quoi d'autre? Donc, rapidement, moi, c'est Laurence Caron. Je suis directeur adjoint de la QRP ici. Qui s'occupe du colloque, mais c'est pas moi qui s'occupe du colloque. Donc, merci de vos félicitations, mais c'est pas moi. Aujourd'hui, l'atelier, c'est stigmatisation et discrimination dans le domaine de la santé mentale et des troubles mentaux. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas au bon atelier? Vous avez encore le temps? Oui, Gilles. Salut. Oui, puis si vous voulez, je peux prendre les... vous avez comme mon courriel, je peux vous envoyer le PowerPoint après. Il n'est pas final non plus, le PowerPoint. Là. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà suivi une formation avec moi? Je suis certain si je fais... Parfait, merci. Je veux savoir où je fais mes blagues. Donc, l'idée au départ, c'était juste pour voir, parce qu'il y a beaucoup de stock, OK, pour une formation sur la stigmatisation en santé mentale. Ceux qui sont à l'extérieur du domaine de la santé mentale vont pouvoir probablement récupérer des éléments là-dedans pour parler de stigmatisation dans d'autres domaines, OK, c'est certain. Ça, dans le fond, on part d'à peu près 3 jours de formation. On le réduit à 1h30. Puis, je voulais ajouter des points qui sont plus nouveaux sur mes apprentissages à travers les années, sur peut-être comment des pistes de solutions, justement, pour accompagner les personnes qui vivent de la stigmatisation. Donc, je vais vous dire un peu tout ce que j'avais prévu. C'est qu'en cours de route, ça se peut que je décide d'avancer, de sauter des points. Si vous êtes capable de retenir un point ou deux, je vais être content, puis on va comme ça. Ah, puis on va entendre nous autres en plus. Désolé. Donc, avant d'aller vraiment plus loin, juste vous ramener sur une définition tout de suite de la stigmatisation pour les gens qui se demandent là, ce dont on va parler aujourd'hui. OK, ben désolé, je pensais que c'était juste une annonce, mais vous allez avoir le double. Vous pouvez écouter les deux en même temps. La stigmatisation, c'est en gros, parce qu'il y a plusieurs définitions, puis il y a beaucoup de conceptualisation, puis il y a beaucoup de façons d'en parler. Quand on me demande d'en parler vraiment succinctement, en gros, je dis, c'est être pénalisé injustement. C'est être pénalisé non pas pour ce que je suis comme personne, mais pour ce à quoi je suis associé. Okay? Donc, c'est pas qui je suis comme personne. Est-ce que c'est parce que je suis un garçon? Je corresponds au stéréotype du garçon. Est-ce que c'est parce que je corresponds au stéréotype, par exemple, de fille, si les gens jugent que selon mon apparence, je suis une fille? Si c'est des indices que j'envoie par rapport à ma santé mentale, à mon origine ethnique, à mes croyances. Donc, c'est vraiment de dire, les gens vont me confondre avec le stéréotype, puis ils vont me traiter comme tel. Donc, il va y avoir probablement une espèce de sentiment que les gens ne sont pas en train de me parler à moi ou sont en train de me traiter injustement, ou vont mettre des obstacles sur mon chemin qui n'ont pas rapport avec qui je suis, mais ils vont avoir rapport avec comme un genre de nuage de conception puis lié à un stéréotype. Bon. Fait que c'est être pénalisé non pas pour ce qu'on est, mais pour ce à quoi on est associé. Puis aujourd'hui, on va regarder un peu, pourquoi c'est important d'en parler, puis qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. En toute humilité. Là, vous avez probablement toute votre expertise là, si vous êtes là. Il y a beaucoup de monde ici qui vont dire moi, j'ai pas de préjugés, je suis là vraiment pour aider la cause, comment je peux faire pour changer le monde.
Puis en général, c'est vrai, mais quand c'est le temps de risquer, ce qui me tient le plus à cœur, c'est différent. Okay? C'est que tout le monde ici, probablement qu'on ne stigmatise pas, on ne discrimine pas. Mais quand c'est le temps de faire garder mes enfants, puis je m'excuse si c'est le cas, c'est un exemple comme un autre, mais quand c'est le temps de faire garder mes enfants, est-ce que je suis à l'aise que ce soit quelqu'un qui entend des voix qui garde mes enfants? Okay? Donc, je travaille là-dedans, je fais des formations depuis des années là-dedans, mais j'ai encore, dans le fond, des situations où ce qui me tient le plus à cœur au monde, j'ai de la misère à le laisser à des gens qui je les connais pas, mais ils appartiennent à un groupe social, puis le groupe social, j'ai comme des peurs qui montent par moi-même, puis je veux le nommer parce que je suis pas parfait, puis il y a plein de gens qui sont pas parfaits, puis c'est important qu'on le nomme aussi. Et puis s'il y a des gens ici qui entendent des voix, on pourra se parler après ça, puis ouvrir la discussion si ça vous a blessé, OK? Mais il faut que je donne des exemples, puis ça donne que faut que je parle de moi à ce niveau-là. OK? Merci. Ouais. Donc, c'est un peu la même chose. J'ai un ami avec qui je prenais des cafés, que j'ai changé le monde avec lui plein de fois. Grand humaniste, mais quand c'était le temps d'acheter un bloc, à un moment donné, un bloc appartement, puis là, quand c'était le temps d'avoir des locataires, ben là, il me disait, ben tu sais, je suis pas sûr que je veux du monde qui ont comme une maladie mentale dans mon bloc, là, qui vont regarder mes enfants l'été jouer, puis tout ça. C'est que les gens sont pas stigmatisants jusqu'à temps que ça soit important pour eux autres. Jusqu'à temps que tu aies besoin de laisser un programme à quelqu'un. C'est ma boss qui est là. Okay. Pas de conflit d'intérêt là, potentiel. Là. Je ne vends rien, mis à part qu'on vend des conférences puis des formations. Fait que juste avant la fin, là, le bout important, je vais juste arrêter de parler. Puis si vous voulez la suite, ça va être payant. Okay. Objectif d'apprentissage, vous avez déjà lu sur le programme, c'est que je ne vais pas m'étendre là-dessus. On va regarder rapidement la pertinence. Comme je vous dis, je voulais plus vous parler des pistes de solutions, mais on va demander de faire quand même une longue intro sur la stigmatisation, vu qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient plus néophytes là-dessus. Fait qu'on va regarder au plan national ce qui se fait. Je vais vous présenter le groupe provincial sur la stigmatisation. Un intro sur le vocabulaire, les concepts liés à la stigmatisation. On va regarder quelques stratégies d'action collective. Un intro sur la stigmatisation en relation d'aide. Puis, si j'ai du temps, on va aller vers les pistes de solutions. Puis, d'une manière ou d'une autre, je vous envoie le PowerPoint, puis pas de stress avec ça. Okay. Ça vous va? Tu des gens qui étaient venus pour autre chose, vous pouvez me le dire maintenant? Sachant que y a des gens qui écoutent en Europe, là, si vous avez... Parfait. La pertinence, ben vous êtes inscrit, c'est que j'ai pas besoin de vous le vendre vraiment, là, mais en gros, il y a 3 points importants, puis je pense, Diane, tu l'avais dit dans ton d'entrée de jeu l'autre fois. Bon, il y a la stigmatisation depuis 2001 qui est devenue populaire au sens où l'OMS, dans son l'Organisation mondiale de la santé, en 2001, a fait un papier sur la santé mentale qui disait que la stigmatisation, c'est le plus grand obstacle au rétablissement et à la pleine citoyenneté. Parce que, bon, les gens vont pas chercher d'aide parce qu'ils n'ont pas envie d'être stigmatisés. Les gens ont plein d'obstacles sur leur route. Puis, dans certains cas, ben, un peu comme Marie disait, ceux qui étaient là d'entrée de jeu, c'est de dire, la grande question, ça vaut-tu la peine de vivre? Ça vaut-tu la peine d'avancer? Si j'ai l'impression que je ne me trouverai pas personne que je trouve de mon goût qui va m'aimer en retour, si j'ai l'impression qu'il va falloir que je me batte pour travailler, si j'ai l'impression que ma vie va être difficile, à moins que j'aime me battre, ça se peut qu'il y ait des gens qui décident de juste laisser faire. Si le stéréotype dit, ben, tu n'as pas vraiment d'avenir, ça se peut que, tu sais, quand on dit, ben, il faudrait que tu travailles sur ton rétablissement, ou, tu sais, comme Luc Vigneault, il dit, si tu es assis sur ton cul, tu vas avoir un rétablissement de cul. Mais c'est sûr que si tu y crois pas vraiment que ça vaut la peine d'avancer, ça fait partie du stéréotype, tu sais, du malade mental qui change pas toute sa vie.
ben ça se peut que tu n'avances pas. Donc, la stigmatisation est vue comme le plus grand obstacle au rétablissement. Ce que Diane citait l'autre fois, c'était que pour plusieurs personnes, puis ça fait longtemps là, que les mouvements des personnes utilisatrices en parlent, c'est que pour plusieurs personnes, la stigmatisation est une plus grande source de souffrance puis d'obstacles que le symptôme de leur trouble, ce qui n'est pas rien. Est-ce que c'est objectif? Je ne sais pas, mais de manière perçue, c'est comme ce que je m'attends du regard des autres puis des obstacles. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est pire que mon trouble. C'est pas rien. Puis l'autre, ben, le ministère disait, je pense sur son site, jusqu'en 2018, beaucoup de gens, 2 tiers des personnes ne vont pas chercher d'aide ou collaborent pas là, par peur d'être stigmatisés. C'est qu'ils disent, je vais pas lever la main parce que je vais faire partie des fous. Puis, donc, c'est ça. C'est que tant mieux s'il y a de la stigmatisation. Je ne sais pas qui travaille dans les services. Là, on n'arriverait pas si 2 tiers de plus de monde entrait demain. Peut-être qu'agissez pas trop vite. Pertinence. Okay. Y a-t-il des gens qui travaillent dans le réseau de la santé ici, réseau public? Merci. Réseau communautaire? OK, cool. Il y en a qui ont déjà un REGOP, puis il y en a qui espèrent avoir un REGOP un jour. Okay. Les postes vont s'ouvrir bientôt. Vous allez chercher de l'aide, là, tous ceux qui ont levé la main comme intervenants. Les autres, ben, vous allez comprendre où je m'en vais. Là. Vous allez chercher de l'aide, là, comme on demande dans les publicités à la télévision. C'est super cool, il faut faire ça, on est ouvert. Hein, on montre l'exemple. Le médecin, il est zélé un peu, il ne vous met pas parce qu'il veut savoir ce que vous avez puis comment vous aider ou comment faire un arrêt maladie. Il veut vous aider, mais il va un peu plus loin. Il ne dit pas juste trouble d'adaptation. Il vous met un diagnostic des maladies mentales X, Y, Z là, dans votre dossier. Si vous changez de CIUS ou si vous allez au CIUS pour avoir votre REGOP, est-ce que vous le savez si vous êtes obligé de remplir le questionnaire de pré-embauche avec des questions sur votre santé mentale? Si, mettons que ça vous tente de changer de CIUS, là, ou... est-ce que vous allez être obligé de répondre aux questions sur votre santé mentale? Tout le monde qui le savent? Oui. C'est que l'intervention, juste le dire, parce que si vous pouvez des fois aller au micro, mais c'est-à-dire que dans le cas de la personne que vous connaissez, il y avait des questions assez exhaustives là, sur la médication, puis avez-vous déjà été hospitalisé, tout ça. Mais est-ce que vous le savez, ça vous inquiète-tu? Non? OK. Ouais, il y a des gens qui disent oui, il y a des gens moi, je veux juste comme... Tu sais, je m'étais mis une note, il y a des gens qui vont dire oui, c'est que je vais continuer après ça. Merci. Je ne vous donne pas la réponse de toute façon, si vous êtes obligé, puis ça va jouer contre vous. Mais je voulais juste qu'on parte d'emblée, qu'on n'est pas juste ici pour parler des pauvres petits dont on s'occupe, pour ceux que c'est le cas, mais que éventuellement ça peut nous affecter. Surtout si vous n'êtes pas en fin de carrière, ça se peut, il reste encore bien du temps là, pour que... Okay. C'est bon. Ça vous va? OK. Introduction à ce qui est fait au plan national. Est-ce qu'il y a des gens, dans le fond, je me demandais, est-ce des gens qui veulent juste lever la main ou aller vraiment rapidement pour qu'on ait du temps ensemble, me dire, est-ce qu'il y a des choses que vous faites pour lutter contre la stigmatisation consciemment dans vos vies? Est-ce que vous savez s'il y a des choses, j'ai vu ta main, s'il y a des choses qui sont faites au niveau régional ou sur votre territoire? Puis, encore plus compliqué, si vous savez s'il y a des choses qui sont faites au niveau national de la province. Je vais juste y aller en ordre des mains. J'ai noté ta main. Oui. Puis... Donc, faire des conférences, dans ton cas. Les gens vont voir en compte à toi.
Oui, excusez. Donc, ça, je disais, au niveau personnel, je fais des conférences où ce que j'explique mon vécu et mon parcours. Donc, ça l'aide beaucoup à faire de la déstigmatisation. Et au niveau national, je fais partie du regroupement Respect Forum Canada, qui est pour tous les gens en uniforme, en fait, qui aide à ce niveau-là également. OK. Super, merci. Merci. Non, mais c'est ça, je veux juste savoir si on sait s'il y a des choses qui sont faites. Monsieur? Ah, merci, Luc. C'était monsieur en arrière, mais vas-y, Gilles. Ah, c'est monsieur en arrière? Oui, vas-y. Oui, Vas-y. ben moi, j'en fais de la lutte Monsieur en contre... avant, allez-y. Oui. Oui, moi, j'en fais un peu au plan professionnel, là, comme formateur du Centre d'apprentissage de santé et rétablissement. OK. Comme je suis un père aidant retraité, ben, je le dis ouvertement, comme formateur, puis je fais la démonstration que c'est possible de se rétablir et que je ne suis pas le seul à se rétablir. Il y en a plein d'autres qui sont dans ma situation. Donc, je trouve que d'ouvrir sur mon parcours de savoir expérientiel, ça lutte contre la stigmatisation. Super. Ouais. Merci. Je prendrai une dernière intervention. Il y avait le monsieur qui était là. Oui. Puis ouais. Moi, je m'implique dans le comité des usagers à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Puis, entre autres, on a invité des pères aidants, entre autres, Monsieur Gilles, à être présent dans notre comité, justement pour se familiariser avec la stigmatisation de toute l'interne et l'externe en santé mentale. Merci beaucoup. Donc, je voudrais que je change d'entourage. Oui? Ben, allez-y, tant que allez-y les deux. Bien, sur le plan national, nous, on est à déployer. En fait, je suis chargée de projet pour le déploiement des mesures alternatives à l'hospitalisation. Donc, on favorise l'hospitalisation à domicile, justement pour offrir des services à des gens qui cogneraient pas à la porte de peur de stigmatiser en allant dans un institut psychiatrique. Donc, puis aussi des interventions de crise aux urgences pour éviter en fait tout le vortex de l'hôpital qui peut s'avérer être un processus stigmatisant, mais que dès le début, en fait, il y ait accès à des soins spécialisés. OK. Super. Non, c'est parfait. Je vais essayer de résumer tout ça. Luc, tu voulais utiliser de quoi? Oui. Je voulais dire, j'essaie d'expliquer, démystifier la santé mentale, mon diagnostic de schizophrénie, entre autres. Et s'il y a de l'incompréhension qui persiste, tout ce que je fais, c'est je change d'entourage. Je choisis mes amis sciemment pour m'assurer qu'ils me comprennent bien, qu'ils m'apprécient à ma juste valeur et au-delà de mon diagnostic. Voilà. Merci, Luc. Merci tout le monde. Rapidement, là, il y a beaucoup de choses différentes. Puis on va voir quand on parle de stigmatisation, c'est comme un peu de parler du Tao, des trucs. C'est comme pas tout est dans tout, là, j'exagère, mais on va essayer de circonscrire de ce dont on parle. Mais ce que j'entends, c'est il y a des personnes, un côté individuel, vont faire des conférences, vont essayer de changer les mentalités autour d'eux. Des fois, c'est en parlant de leur personne, des fois, c'est en parlant peut-être des troubles ou de d'autres éléments. Il y a des organismes ou des instances comme le comité des usagers qui vont inviter des gens. J'entends parler de formation, j'entends parler de développer des services qui sont peut-être plus humains ou qui vont peut-être... les gens vont sortir avec moins de traumatisme. Donc, tu sais, ça se fait à différents niveaux. Puis c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas travailler sur tout. Puis en plus, il y a Luc que tu disais au plan personnel, là, tu sais, quand tu vis de la stigmatisation, c'est quoi tes stratégies personnelles là, pour que ça soit quand même vivable, là. Donc, super intéressant. C'est qu'on est vraiment à différents niveaux, puis on va regarder ça aujourd'hui. Puis après ça, vous m'appelez si j'ai juste dit une phrase sur le truc. Yeah. Oui. Je vais vous parler rapidement du groupe provincial sur la stigmatisation. J'ai romancé ça, ça fait que Diane, tu diras si j'invente des trucs. Là. Okay. Parce que toi, tu étais là, mais... Okay.
Moi, je suis arrivé en 2013 à la QRP, ça a commencé en 2010. C'est que tout ça, il y a comme une partie, c'est comme ChatGPT là, qui... C'est que, dans le fond, au niveau provincial, vous voyez qu'il y a des choses qui se font différemment. Puis est-ce que vous connaissez, vous autres qui avez parlé de stigmatisation, est-ce que vous connaissez personnellement? OK. 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 Vous, est-ce que vous connaissez les gens qui ont parlé? OK. Puis vous? Ouais, non, monsieur en arrière. Je vous priorise toujours. Ouais, toi, ouais. OK. OK. Parfait. Ouais. Là où je veux en venir, c'est qu'au Québec, il y a des endroits où la lutte contre la stigmatisation est vraiment mise de l'avant. Okay? Donc, on va parler, mettons, de la Nouvelle-Zélande que je nomme des fois. Là. PIB, population à peu près égale, bien, selon les années, ils vont avoir à peu près un 12 millions aux 5 ans. Okay? Quand le GPS a commencé, le groupe provincial sur la stigmatisation, parce que l'idée, c'était ici de dire, ben c'est pas centralisé, tout le monde fait des choses un peu à gauche, à droite, puis ça donne qu'il y a des années que personne ne fait rien, mais c'est comme ça. Il n'y avait rien de vraiment coordonné, puis tout le monde avait des messages différents, ce qui est correct, une diversité de messages, mais des fois, c'était un peu comme on ne sait pas trop de quoi qu'on parle, dans certains cas. Le GPS, je pense que c'est ça à la clôture, en tout cas du colloque de la QRP 2010. Il y a des gens, plein de partenaires, un peu comme vous autres, qui sont mis ensemble et qui ont dit, écoute, il faut faire de quoi pour la stigmatisation au niveau national. Nous autres, on dit national, là, mais c'est québécois, là, je vais te dire. Okay. Mais donc, c'est ça. Puis au début, ben, tu avais la QRP, tu avais la direction santé mentale du ministère de la Santé, tu avais la GID qui défendait les droits, tu avais l'équivalent de la défense d'intérêt dans le Vox. Dans ce temps-là, ils s'appelaient les porte-voix du rétablissement. Merci. Tu avais l'Institut Douglas, la Fondation des maladies mentales qui s'occupait des jeunes, l'Institut Louis H, en fait, celui de Québec aussi, ceux qui s'occupaient le regroupement, la FAPAM, des membres de l'entourage. Il y a eu des experts de vécu. Puis après ça, il y en a plein d'autres qui sont venus, puis des chercheurs, puis les alternatives. Mais tout ça pour dire que c'était une gang vraiment de gens différents qui se sont mis ensemble. Puis c'était pas évident, là, parce qu'au début, tu sais, peut-être que, je sais pas moi, des gens de l'antipsychiatrie disaient, ben moi je le sais, c'est quoi la raison de la stigmatisation? Ben c'est la psychiatrie. Puis là, de l'autre bord, on disait, ben c'est peut-être les médias. C'est qu'il a fallu que le groupe apprenne à travailler ensemble. Okay, pour essayer de dire, bien, on peut faire des choses chacun de notre bord, mais ensemble, qu'est-ce qu'on fait comme mouvement? Puis on a commencé avec 5 000 $ à peu près par année. Non, je te dis, je vais faire, au pire, répondre pas. Mais c'était à peu près ça, là, versus le 12 millions sur 5 ans, c'était 5 000 $ par année. Je ne sais pas ce que vous feriez pour lutter contre la stigmatisation avec 5 000 $ par année. Mais c'était ça. Mais c'était correct. Tu sais, le but, c'était de se mettre ensemble. C'est qu'ensemble, en 2014, on s'est dit, on ne sait pas de quoi on parle, on a fait un cadre de référence commun sur la stigmatisation au Québec qui est disponible. Il y a eu une formation commune aussi, puis une journée nationale sur la stigmatisation. Il y a une formation commune, on est allé dans toutes les régions du Québec, puis c'est là-dessus que je vais vous montrer la formation que vous allez avoir. Dans toutes les régions du Québec. Et à travers ça, on a développé des outils que les milieux nous demandaient. C'est que, par exemple, des activités clés en main pour lutter contre la stigmatisation, comme les rendez-vous des livres vivants. On nous a demandé de faire des formations sur le dévoilement. Parce qu'une fois que tu comprends que peut-être tu peux être stigmatisé, bien, à un moment donné, tu te dis, ben OK, ben, je suis obligé de le dire à mon employeur. À quel moment que je dis ma nouvelle conquête que je prends du Abel-Effaï, puis donc toute la question de comment je réfléchis à ce que je dis aux gens, compte tenu que ça peut être retenu contre moi. Okay? Le timing, hein, la façon, il y a différentes façons de conter une même histoire. C'est devenu quelque chose, de la même façon que certaines années, on ne parlait pas de suicide, puis qu'à un moment donné, il s'est mis à avoir des pamphlets. C'est devenu comme un vrai sujet de discussion, mais le dévoilement, à ce moment-là, c'était pas nommé comme ça. Puis tranquillement, c'est devenu un sujet
C'est beau recevoir des services, mais après ça, comment j'en parle de moi? C'est pas un enjeu pour tout le monde, mais il y a des gens qui c'est un enjeu, puis c'est important de le traiter. C'est avec plein d'outils. C'est que ça, c'était jusqu'en 2016, puis un peu partout au Québec, il s'est mis à avoir des tables, sur les tables de concertation régionale, il s'est mis à avoir des comités de lutte à la stigmatisation, puis dans ce temps-là, il y avait aussi des comités primautés de la personne dans le réseau public. Puis là, après, puis j'en reparlerai tantôt de ça. Après ça, il s'est mis à avoir, il y a eu la réforme Barrette. OK? Puis, bon, ça n'a pas été évalué, c'est que c'est dur à dire, mais ce que nous autres, on sait, c'est que beaucoup de membres du groupe provincial ont changé de job, ils n'étaient plus autour de la table. La plupart des tables régionales en santé mentale, ils ont été mis sur pause pour quasiment 1 an. Les comités stigmatisation ont tombé, les comités primautés de la personne ont changé. C'est des choses qui sont arrivées. Donc, tout ce qu'on avait fait jusque-là, que je vous ai montré, on se retrouvait avec plus de répondants vraiment dans chaque région pour lutter contre la stigmatisation. Et là, ça revient, ça recommence. Le groupe a reçu un 125 000 sur 3 ans. C'est cool. C'est un début. C'est plus que 5 000 $ par année. Et là, le groupe a décidé, ça c'est la composition du comité jusqu'à maintenant, là, du groupe provincial. Je ne vous dirai pas, mais c'est pas mal toutes les parties prenantes en santé mentale au Québec, au niveau provincial. Et on a décidé, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ensemble, parce qu'il y a des gens qui veulent tourner la grande page puis changer toute la société. Il y a des gens qui veulent faire des petites choses locales. C'est que là, mettons, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ensemble. Ça va être, numéro 2, une consultation nationale sur la stigmatisation. Pas pour rassembler des données, mais pour dire dans chaque région, dans vos milieux, par exemple, vous me contactez, puis on peut rencontrer, on peut aller sur vos comités, on peut aller rencontrer des personnes, puis ouvrir la discussion sur la stigmatisation. C'est ça une consultation nationale, c'est juste de remettre ça au goût du jour, remettre ça populaire. Production d'un nouveau cadre de référence, parce qu'avec le nouveau plan d'action interministériel, l'ancien cadre n'avait plus vraiment lieu d'être. Pas que, tu sais, il était important, mais là, ce qu'on veut faire, c'est, mettons, pouvoir parler au milieu de l'emploi, pouvoir parler au milieu de l'éducation, pouvoir parler aux médias. Donc, il va y avoir un nouveau cadre de référence et mise à jour des connaissances, une nouvelle journée annuelle sur la stigmatisation. Puis, il recommence à avoir des comités primautés de la personne. À ma connaissance, autour du 20 juin, je pense qu'il va y avoir une réunion pour repartir les comités primautés de la personne au Québec dans chaque établissement. Puis, on va être là pour aider si vous voulez lutter contre la stigmatisation. C'est que là, vous savez ce qui se passe au niveau provincial, même si c'est plate, c'est important de savoir c'est comme dans quel contexte. Je ne sais pas si ça va influencer la basse-ville de Québec, là, par exemple, mais on y va, on va parler de stigmatisation pour de vrai, puis ceux qui ont trop mangé ce midi, vous faites juste comme hocher la tête poliment pour que je sente que je ne parle pas tout seul. Ça. Stigmatisation, super rapidement. Dès qu'on a commencé à regarder au GPS, c'est quoi la stigmatisation en santé mentale, ça a tout de suite amené des grosses discussions, là, de dire c'est quoi le responsable, mais ça a surtout amené la discussion de qui tu parles. Il y a des gens qui me disaient, tu parles-tu du monde qui ont juste un problème momentané de santé mentale, puis là, on les associe à ceux qui ont des troubles graves, qui me disaient, puis là, c'est comme, là, c'est injuste parce que c'est pas la même chose. Il y a des gens qui me disaient, les gens qui ont un trouble grave, même des intervenants qui me disaient, moi, je les stigmatise pas. C'est des gens limités que je les traite comme ils sont, des gens limités, donc je stigmatise pas. Puis, tu sais, il y a toute une tralée, là, il a fallu comme clarifier ça. Dans la littérature, en gros, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas juste les personnes qui ont un trouble diagnostiqué qui vont être stigmatisés. C'est un peu tous ceux qui vont être associés à ça. Okay? Donc, mon beau-frère est mécanicien, salut Étienne si t'écoutes. Puis Étienne, tu sais, il n'est pas psychiatre, là, faut pas qu'il se fasse comme poursuivre par le Collège des médecins, mais Étienne, il donne des diagnostics aux gens. Fait que ça fait partie
de la culture. Okay? Donc, c'est pas juste les gens qui ont un diagnostic médical, c'est ceux qui sont associés à ça. Puis souvent, un échange de regards. C'est peut-être parce que tu vis une crise existentielle, un épisode difficile, un déséquilibre. Phénomène hors du commun, comme entendre des voix. Il y a des gens qui considèrent que ce n'est pas une maladie mentale, entendre des voix. Hein? Vous allez voir les groupes d'entendeurs de voix. C'est si tu n'apprends pas à gérer tes voix que là, tu vas avoir un diagnostic de maladie mentale. Mais tout ça pour dire que c'est des regards croisés. Okay? Donc, être étrange, hein, hors des codes sociaux. C'est que je peux avoir ma cravate originale. Puis, à un moment donné, tu arrives avec la cravate qui dépasse les bornes. Puis les gens disent, c'est Laurence, il ne va pas bien cette semaine. Donc, tu peux être mis là-dedans. Difficulté d'adaptation, problème de santé mentale, marginal ou dérangereux. Ça ne veut pas dire que tu es dangereux. Ça veut dire que c'est la personne qui crie, qui fait du bruit, qui est différente. Aussi, que tu aies fait une erreur de jugement, puis tous les gens s'en rappellent, même si c'était au primaire. Si elle n'a pas eu de diagnostic, elle devrait en avoir un. Mais tu sais, bon, peut-être comme au temps des sorcières, ben des fois, il y a des gens qui disent que la psychiatrie pourrait être un peu la locomotive. Les gens s'y réfèrent, là, mais c'est ça. Il y a aussi de provenir d'un groupe social XYZ, hein, des fois les croyances, origine ethnique, des gens qui disent ben ce groupe-là, c'est tous des fous. À Québec, tu te rappelles-tu le collant qu'il y avait sur les pare-chocs TDF? C'était à Radio X, là, ça disait toutes des folles, c'est ça, TDF. C'est que si tu appartenais comme à la jambe féminine, ben il y a peut-être des gens qui pensaient que tu faisais partie du bateau. Okay? Donc, tout ça pour dire, je ne sais pas si vous me suivez là-dessus, c'est qu'il y a la psychiatrie, mais il y a tout ce que les gens rattachent à ça, là, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont... OK? Ça fait-tu du sens jusqu'à maintenant? Ou, Merci, vous êtes super cool avec le hochement de tête. Pourquoi on dit stigmatisation? Juste vraiment rapidement, dans le temps mettons la Grèce antique, là, je ne pourrais pas vous dire exactement quelle cité, à quelle époque exactement, mais il y a des gens qui étaient vus comme indésirables, puis pour s'assurer qu'on allait s'en rappeler qu'ils étaient indésirables, on allait les brûler sur le cou, sur l'avant-bras que j'ai lu, avec un bâton au fer rouge. Okay? Donc, après ça, on te reconnaît. Tu sais, si tu veux sortir le vendredi, ramener quelqu'un chez vous, ben, ils vont peut-être te regarder, as-tu la marque avant de te suivre? Donc, et pourquoi on dit stigmatisation? C'est parce que, c'est toujours selon les lectures, c'est que le bâton rouge, il s'appelait un stig. Là, c'est comme un stigmate, c'est que vous pouvez sortir ça à Noël. Là, mais l'idée, ce que je veux que vous compreniez, c'est que la stigmatisation, c'est basé sur... C'est pas un état intérieur, OK, mon Dieu, la stigmatisation, c'est une marque visible qui témoigne de quelque chose d'invisible. C'est qui tu es comme personne. Okay? Donc, s'il y a certains indices, c'est pas une marque de bâton rouge, mais il y a certains indices qu'on a tous, ou qu'on est plusieurs à partager. Puis quand on voit ces indices-là, on se dit « Oh, attention, drapeau rouge, la personne appartient au bateau des fous. » Puis ça, pour moi, ça veut dire qu'elle n'est pas fiable, qu'elle est dangereuse, qu'elle est paresseuse, peu importe là, ce qui est en arrière de ça. Okay. C'est bon? C'est que les catholiques ont repris la même chose, puis la médecine a repris la même chose là, sur les stigmates. Stigmatisation, donc l'OMS disait que c'est une marque justement de honte qui conduit un individu à être évité et rejeté, mais comme tu as dit tantôt, dans les services, c'est pas juste d'être évité et rejeté. Des fois, ça peut avoir plein d'autres visages. Okay? C'est une perte de statut social, généralement, une perte de confiance, la perte aussi de voix, de possibilité de s'exprimer, puis que ça soit reconnu. Tu sais, si tu prends les gens, mettons, par diagnostic, trouble de personnalité limite, c'est comme, faut pas que tu te fâches parce que c'est ton diagnostic, puis si tu te fâches d'être fâché, c'est ton diagnostic, puis là, t'en ressors plus. J'exagère, c'est pas juste ça, mais il y a des milieux que c'est comme ça invalide ta voix. Okay, donc, c'est ça.
Parfait. Une autre chose importante de comprendre, puis là, si je ne mets pas ceux qui vont avoir le PowerPoint, il y a beaucoup de pas de citations, mais les références comme dans les commentaires. J'aime pas ça comme... puis on a plusieurs documents à lire, là, c'est que je bourre pas les documents là, de genre ça vient de telle étude. Stigmatisation, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que c'est lié à un désir de distance sociale. Ceux qui veulent agir, là, c'est important, OK? Parce qu'au début, on pensait que ça avait rapport avec l'empathie puis la compréhension. Okay? C'est pas que je te comprends pas, c'est pas que j'ai pas d'empathie pour toi, c'est que c'est fucké puis approche-toi pas de mes enfants. Okay? C'est un désir de distance sociale. C'est un désir de pas m'engager avec toi, de pas m'impliquer avec toi. Ça fait-tu du sens, ça aussi? Okay? C'est que, tu sais, je donne un exemple bien simple là-dessus. Il y a tout le monde qui ont fait de la simulation de symptômes, mettons, soit entendre des voix ou simulation de symptômes de personnes âgées. C'est pas des symptômes d'être une personne âgée, là, mais... Okay. Bon, moi, je l'avais fait, OK? C'est, tu sais, t'as comme une veste là, qui te cambre, t'as des gants trop grands, puis t'as comme des fonds de bouteille, des trucs dans les oreilles, puis là, tu fais un parcours, puis là, des fois, t'arrêtes, il faut que tu comptes des 10 cents avec tes gants trop grands, tu tires ta peau pour pouvoir ramasser les 10 cents. C'est comme... Maintenant, tu sais, quand je suis en attente, mettons, à la caisse, puis il y a une personne âgée, tu sais, c'est comme... Vous savez comment je vous comprends, puis je change de caisse. C'est pas... mon comportement n'est pas forcément... Il est un petit peu plus humain, mais il est plus du niveau de la tolérance que du niveau... comme Simon Boulris, qui est comme quelqu'un qui dévoile son homosexualité. Je veux dire, il en parle ouvertement. Puis Simon Boulris, il disait récemment à la télé, je veux pas être toléré, je veux être aimé. C'est un peu ça. Là. À un moment donné, le groupe provincial, tous les gens ensemble, on a décidé qu'au Québec, quand on parle de stigmatisation, on n'est pas au niveau de... On veut que les gens soient plus tolérés. Oui, on veut que les gens soient plus tolérés, mais on veut surtout que les gens soient vus comme des citoyens. On veut qu'ils soient vus comme faisant partie avec des forces, puis etc. Ça aussi, ça fait-tu du sens? Okay. C'est qu'on peut jouer sur l'empathie et la compréhension, mais ça ne veut pas dire que les gens vont se faire des amis, qu'ils vont pouvoir sortir avec des gens qu'ils aiment, etc. Okay? Qu'ils vont pouvoir garder mes enfants. Ouais, c'est que ça, c'était juste un exemple. Une marque visible des boutons, puis c'est un thermomètre, là, c'est pas un joint. Puis, puis là, les enfants, dans le fond, tu te dis, elle va pas là, il y a la varicelle. C'est peut-être des piqûres de quelque chose, mais va pas là, il y a la varicelle. Oui, tu peux y aller. T'avais-tu une question? C'était juste de tirer le doigt comme ça. Cool. Puis, la seule chose que je veux vous amener, c'est que ça, c'est une réaction liée à une marque visible du virus. C'est un virus, ceux qui sont infirmiers, de la varicelle. Mais aujourd'hui, nous autres, on fait des parties de varicelle. Je ne sais pas si j'ai raison là, de faire ça, là, mais comme tout le monde l'attrape avant 40 ans, tout le monde, il n'y a personne de stérile à 40 ans après, puis tout est beau. C'est tout ça pour dire qu'une même marque, à travers les années, peut changer dans la réaction sociale. C'est ça qu'on veut essayer de faire. Donc ça, je remets être pénalisé, non pas pour ce qu'on est. Ça, on ne passe pas à travers au complet. Tout ce que je veux vous montrer, il y a un pointeur. Ça, c'est la même conceptualisation que les psychiatres du Canada, l'APC, je pense, association, avec Manon Charbonneau, qui est décédée récemment. Donc, eux autres, ils ont choisi ce modèle-là qui explique la stigmatisation, puis qui va vous dire, c'est pas je stigmatise ou je stigmatise pas. C'est plus un long processus, puis on est pas mal tout le temps dedans, puis on va juste essayer de rendre ça moins inconfortable. Okay? Donc, le processus de stigmatisation commence par des marques identifiables. La minute que ta job, là, c'est d'évaluer quelqu'un, tu es à la recherche de marques identifiables pour trouver une solution, mais pour réduire la réalité en quelque chose de simple sur lequel tu peux travailler. T'sais, moi, j'ai mes études de travailleur social. Je ne paye pas mon ordre, juste vu que c'est télévisé. Si j'ai à évaluer dans certains cas le fonctionnement, je vais déjà être là-dedans. Parce qu'à un moment donné, je vais poser une espèce d'évaluation. Si tu es une infirmière pour évaluer, mettons, l'état mental ou le fonctionnement, c'est la même chose. C'est que c'est pas que tu stigmatises pas, tu es déjà là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Okay.
Donc, marque identifiable, tu vas étiqueter, tu vas trouver une façon simple, tu vas mettre un mot dessus, puis ça va vouloir dire quelque chose de plus large. Puis la personne va sûrement être prise avec ça longtemps. OK? Parce que on s'entend qu'une étiquette, c'est pas facile à se défaire de ça. Vous êtes d'accord un peu avec ça? Un exemple, si je veux simplifier, l'autre fois, j'ai vu un gars avec qui j'allais au primaire, peut-être en 3e année qu'on était ensemble, puis il coche sur tout ce que je pense que la société veut me voir, tu sais, ce que je ressens que la société veut, là, il coche meilleur que moi. Tu sais, il est plus grand, il est plus beau, il est plus masculin, tu sais, le stéréotype, il fait plus d'argent, il est comme... Tu sais, il a l'air plus ouvert, plus capable d'être vulnérable aussi. Tu sais, il coche tout meilleur que moi. Puis en même temps, tu sais, moi, je m'en rappelle, en 3e année, il pissait dans ses culottes à chaque exposé oral. Puis tu sais, c'est une étiquette que j'y avais mis. Je sais que c'est plate, puis je suis désolé si c'est vous puis que je ne vous ai pas vu, mais c'est comme si j'y parle, puis je suis comme, moi, je le sais, t'es qui. Je ne sais pas si tu comprends, c'est une manière de me défendre, mais c'est peut-être un exemple qui est étrange, mais c'est pour dire, une étiquette, c'est dur de s'en défaire une fois que les gens la connaissent. C'est que c'est pas anodin. Stéréotypé, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent. Stéréotypé, ça veut dire confondre la personne avec le diagnostic. Puis là, on va avoir plein de croyances par rapport à ça. Séparer le « eux » et le « nous », on va adopter une attitude défavorable. C'est que la stigmatisation a aussi rapport avec les émotions. Okay? On s'entend que là, c'est une introduction. On parlait de 3 jours. Moi, je rencontre des gens, des fois, mettons, en relation d'aide. Puis tout d'un coup, ou dans ma vie en général, puis je vais ressentir de la pitié pour la personne. Okay? Je la connais depuis à peu près 62 secondes, puis je ressens de la pitié pour quelqu'un que je ne connais pas du tout. Okay? Donc, c'est pour vous donner une idée où quand j'ai peur ou quand si, je ne connais pas la personne. Donc, clairement, je l'associe à autre chose. Okay? Donc, la stigmatisation est aussi émotionnelle. C'est important de le comprendre. La discrimination, quand on parle de discrimination dans ce modèle-là, c'est tous les comportements, c'est quand on agit. C'est tout ce qui vient avant, c'est dans ma tête, c'est pas grave. Mais de la minute que je commence à te traiter différemment de ce que tu devrais, là, c'est de la discrimination, là, ça porte atteinte à la personne, c'est des insultes, des sentiments d'injustice. Puis en santé mentale, mais dans plein d'autres domaines de service, on peut augmenter ça en entrant en rapport de pouvoir inégal. C'est que nous autres, on peut décider qui peut aller aux toilettes, qui ne va pas. On peut décider si tu as ton verre de lait avant de dormir ou autre chose. On peut décider de ton évaluation. C'est que ça peut quand même, si tu te sens déjà stigmatisé, ça peut doublement impacter là, avec la relation. Avec les marques distinctives, vous allez avoir ça, c'est que je vais le sauter, okay? Mais il y a plein d'indices. Puis là, j'en nommais quelques-uns. Le trou dans le CV, le lieu où tu vas, tu le nommais tantôt, il y a des gens que c'est comme, ben tu sais, je suis en attente dans la salle d'attente de santé mentale adulte, puis ma boss, ça vient, mais à moins que je dise que je fais du bénévolat ou que je prenais une pause parce que je suis fatigué, je suis en salle d'attente de santé mentale adulte. Okay, c'est qu'il y a des lieux qui sont des indices, il y a, des fois c'est l'effet de la médication, des fois c'est l'effet de la pauvreté, des fois c'est culturel, etc. On a tous nos indices. Étiqueté, je ne vais pas aller là-dedans parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est juste l'étiquette, c'est un bel outil de travail, mais il y a un risque de changer une diversité de personnes dans un bloc monolithique, puis là, il y a quelque chose de problématique là-dedans. Adopter des croyances. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Les principaux stéréotypes en place... si vous êtes inscrit, peut-être que vous étiez intéressé par rapport à la relation d'aide. Mais on peut parler dans la vie en général, mais mettons, si on parle en relation d'aide, ça, c'est pas mal toutes des croyances, des stéréotypes en Occident. Okay? C'est que si je pense que les... Oups! Je peux-tu revenir? Back. OK. Si je pense que les gens, ben c'est immuable, que ça ne peut pas changer ce qui se passe dans leur vie, ben ça se peut qu'à un moment donné, je m'engage moins avec la personne pour son rétablissement. Ça se peut que je m'engage moins dans l'écoute. C'est comme, finalement, je vais plus comme me concentrer sur me protéger de la personne puis m'assurer qu'elle ne me tire pas trop de jus parce que je m'occupe de mes enfants ce soir. Parce que ça ne peut pas changer. Si je pense que la personne est dangereuse ou imprévisible,
que son synapse change de bord, bien, c'est sûr que peut-être je ne vais pas m'engager autant, je ne vais pas lui donner les mêmes responsabilités, je ne vais peut-être pas avoir la même attitude par rapport à la gestion du risque. Si je pense qu'ils sont paresseux, responsables de leurs conditions, bien, ça se peut que je sois plus impatient dans mes interactions, ça se peut que... alors que c'est plus complexe que ça. Tu sais, on le disait tantôt, si j'ai peur que la société ou la vie ou les gens, que ça ne vaut pas la peine de m'investir, c'est pas parce que j'ai pas envie de me rétablir, c'est parce que ce que je comprends du monde, c'est que fuck that, là, tu sais, excusez, mais tu sais, c'est un peu ça, là, en général. C'est que c'est plus compliqué. Quand les gens, on pense qu'ils sont fragiles, incapables de prendre des bonnes décisions ou incompétentes, bien, ça se peut que dans mon travail, j'apprenne en charge un peu trop, puis que dans 15 ans, elle me prouve qu'effectivement, elle est un peu incompétente. Ou, tu sais, moi, souvent, je veux aller vite, puis je faisais les appels à la place du monde. Je n'étais pas bien bon, je les aidais, mais je les aidais trop, puis je remplissais les formulaires. Si je repasse 5 ans après, puis il faut encore que je remplisse son formulaire, là, tu sais, c'est que... C'est ça, c'était juste une question de, tu sais, je partais du fait qu'ils sont pas capables, puis que aussi le structurel de je suis short staff, puis j'ai pas le temps, puis ça donne, t'es resté à la même place. Façon de parler, là, c'est pas vrai que les gens restent à la même place. Okay. Donc, ça, puis les proches, les membres de la famille, ben on pense souvent à quoi? Ils sont en partie responsables de la situation, ceux qui ont vécu ça avec leur enfant ou leur conjoint. Ou sont porteurs du même problème. Hein. Si c'est arrivé à votre frère, votre sœur, c'est comme non, moi, c'est pas pareil. Je sais que c'est pas ça, mais il y a cette stigmatisation-là. Les gens ne vont pas chercher d'aide non plus. Séparer. Ça, c'est les émotions. En dessous, vous ne les verrez pas, mais je vous ai nommé. Donc, la méfiance, la peur, dénigrement, le dégoût, la pitié, l'agressivité hein, qui vient avec la peur. Puis ça, c'est la photo pour la perte de crédibilité. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut comme ressentir par rapport à du monde qui nous présente ces indices-là. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant ou c'est... ouais, ça a commencé à digérer? Un bon truc, moi, j'ai réalisé que quand je bouge mes orteils, personne ne va le voir, mais quand je bouge mes orteils, c'est comme je me mets à digérer. Je vous le dis comme ça, si ça peut faire vous ramener à la vie. OK. 18, on a jusqu'à 3 heures, c'est ça? C'est ça? Ouais. Dites-moi, je vais sauter des choses. OK. L'important, stigmatisation, l'autre chose importante que j'aimerais vous retenir, c'est que, ça c'est bon pour ceux qui veulent être là vraiment dans l'accompagnement, c'est qu'elle peut être réelle, mais elle peut aussi être anticipée ou perçue. Okay? Donc, ça c'est quand même assez important dans le sens où, oui, les gens vivent des obstacles, oui, les gens vivent des insultes, oui, les gens vivent des... on va dire micro-agressions, là, mais tu sais, des trucs, des fois paternalistes qui blessent, ou tu sais, c'est pas toujours plein fouet. Oui, ça existe. Mais à un moment donné, ça peut aussi être anticipé puis perçu. On va le voir, il y a ce qui s'appelle la stigmatisation internalisée. Et donc, c'est le fait que, bon, ça existe dans l'air ambiant, puis quand ça m'arrive, ben j'associe les stéréotypes et tout ça à moi-même. À travers ça, il va y avoir ce qu'on appelle la discrimination anticipée. Ça veut dire que, comme je disais tantôt, je n'irai pas travailler là parce que j'anticipe l'échec, parce que les gens de mon groupe social, ils pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas attendre de se faire mal, ils vont juste s'assécher économiquement, socialement, etc., à force de le voir. Hein. Parce que ce n'est pas toujours parce que ça nous est arrivé à nous. C'est un concept qui vient aussi, je pense, de différents milieux, mais je pense du milieu plus trans. Mais tu sais, c'est le traumatisme, pas par association, mais c'est indirect. C'est de voir d'autres gens du groupe social, de mon groupe social, qui sont, mettons, injustement blessés, puis ça me blesse moi-même, puis ça fait comme j'ai le trauma, même si ça ne m'est jamais arrivé. Okay? Donc, stigmatisation anticipée. Puis, il y a le perçu aussi. Okay? Donc, quand on parle, il y a plein d'outils que je vais essayer de vous envoyer. Là,
la stigmatisation dans les services, on peut faire la meilleure chose du monde, mais si le monde s'attend à ce que ça se passe mal, ça se peut qu'ils ne voient pas ce que tu as fait de bien. Okay? Je connais du monde là, qui sont en sacrement après les services, ça fait 50 ans, des choses ont changé, mais eux autres, ils disent que ça n'a pas changé. Je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas, mais je peux dire qu'il y en a qui disent que ça a changé, puis lui, il ne le voit pas. Okay? Moi, quand je travaillais dans le milieu du VIH-Sida, par exemple, c'était mon début de carrière, j'étais vraiment pas bon. Puis, tu sais, les gens, mettons, ils passaient 25-30 ans, il n'y avait même pas quelqu'un qui leur touchait à la cuisse pour dire « ça va dessus », parce que les gens, ils étaient mal à l'aise avec le VIH-Sida, puis tout ça. Tu sais, pas d'amis, pas de relations sexuelles, etc. Puis moi, des fois, je les écoutais, puis tu sais, j'ai tendance à comme zoner out, là. Puis là, j'écoute, puis là, à un moment donné, je pense à quelque chose ma fin de semaine, puis j'ai comme un petit rictus. Je sais que on ne devrait pas. Là, la personne, tu sais, elle pense que je manque de respect ou que je ris de elle. Je pourrais dire, tu sais, c'est toi qui es fucké, calme-toi un peu, tu sais. C'est comme, t'exagères, j'ai le droit de faire un petit rictus puis de mentir quelque chose. Tu sais, je dirais pas ça comme ça, mais vous comprenez l'idée. Je pourrais y remettre la responsabilité de son stress. Mais honnêtement, à force de voir les gens, maintenant, je me dis, tu sais, c'est légitime. Il y a des gens, tu sais, qui ont vu ou qui ont peur d'être blessés. Puis, donc, des fois, c'est de valider ce qu'on fait avec les gens. On peut faire la meilleure chose du monde. Moi, des fois, je disais, ben tu sais, tu es responsable de ton rétablissement. Puis plus tard, dans ma vie, je parlais à du monde, puis il me dit, ah ouais, moi, mon intervenant, il me rend coupable, tu sais, un peu. Il me dit que c'est de ma faute si je suis dans cette position-là, tu sais. Puis là, je réfléchissais, je me disais, moi, j'ai jamais validé, quand je disais, tu es responsable de ton rétablissement, je n'ai jamais validé si moi, je donnais cette impression-là, tu sais, de culpabiliser l'autre. Okay? C'est important, l'histoire de perçu ou réel. C'est que j'ai beau faire comme unilatéralement les meilleures pratiques, si je ne valide pas avec l'autre, puis si je n'ai pas une relation assez de confiance, l'autre au pire, il va me mentir ou il ne veut pas me faire de la peine. Puis il va me dire oui, tu es beau, mais il va me faire une mauvaise publicité après. Fait que c'est ça. Ça fait-tu du sens? As-tu des gens qui veulent me faire perdre un peu la face, dire autre chose? C'est comme trop facile. Okay. Simon, comment je compte sur toi? Ouais, non, mais faut me contredire, mais là, c'est vrai que je vais relax. Okay. Stigmatisation sociale, stigmatisation structurelle, internalisée, puis il y en a d'autres. Juste de comprendre que ça va prendre des solutions différentes. Okay? Stigmatisation sociale, c'est comme la culture. Une des premières fois là, où je parlais de stigmatisation, c'est quand je parlais de ma belle-mère pour pouvoir encore me mettre sur la sellette. Y a-t-il des gens ici qui sont en couple? Oui, c'est un colloque, là, c'est comme... Okay. Je comprends ceux qui ne lèvent pas la main. C'est vrai. Y a-t-il des gens qui ont des beaux-parents? OK. Moi, je suis super chanceux. J'ai comme une belle-mère qui est vraiment cool. J'ai comme un petit côté... tu sais, moi, je suis comme philosophe, puis elle est, ben, tu sais, comme un peu étrange dans sa façon. Là, excuse-moi, Carmen, si tu m'écoutes. Tu sais, catholique, puis elle a ses croyances plus religieuses, tout ça. Puis je m'entends bien avec elle, OK? Mais tu sais, c'est quand même particulier, là, le côté religieux, puis ça. Carmen, là, ça fait maintenant 10 ans que je suis avec sa fille, tout ça. Mais même encore aujourd'hui, tu sais, je me dis, si Carmen, elle savait que j'ai passé un bon temps en psychiatrie, si elle savait... ouais, que c'est pas juste une identité passée. J'ai pas dîné beaucoup, c'est que je suis plus émotif, là, comme les garçons qui font « Mais si elle savait que ça fait partie de mon identité maintenant, que dans différentes villes du Québec, j'ai pu être violent pour différentes raisons, si toutes ces histoires-là, elle les entendait, même si ça fait 10 ans, puis que j'ai eu 2 enfants avec sa fille, puis tranquillement, je m'assure qu'elle ne me rejette pas, notre relation changerait dessus. Tu sais, les discussions de
j'essaie de trouver mes idées. Mes discussions sur la spiritualité ou des trucs de même passeraient-tu maintenant comme des lubies, comme des symptômes de quelque chose, comme des délires, comme quelque chose d'inquiétant? Ouais. C'est que le fait, je ne sais pas ce qui va arriver, mais ce qui est réel, c'est que ma crainte elle est vraie. Puis elle distorsionne beaucoup de choses. Okay? Bref. Fait que stigmatisation sociale, c'est celle-là. C'est celle que, mettons, Carmen, mettons, ça pourrait changer, malgré elle, notre relation. Structurelle, c'est les lois, les règlements. Au Québec encore, je crois, je ne suis pas juriste, mais je pense qu'il pourrait dire que tu ne peux pas être juré si tu as un diagnostic de maladie mentale. Moi, même, ça fait genre 22 ans que, mettons, je suis relax. J'ai 42 ans, je sais que j'ai l'air d'avoir 15. Non. C'est toi avec le... Je sais pas si j'ai pris un coup de vieux ou j'ai maigri avec le coloc, là, je sais pas. Dis-moi le pas. Mais 18, merci. Mais tu sais, même si... Je suis mes enfants à la maison, j'ai plus le temps de voir personne. Mais... pas dans le miroir, t'as raison. Mais... ouais, c'est même ça fait 22 ans que je suis relax. T'sais, moi, j'ai beaucoup d'incapacité d'avoir plein d'assurance. Puis ça, il n'y a rien à faire avec ça. C'est que, tu sais, ça, on s'en rend compte en avançant. Il y a ce qui s'appelle aussi la stigmatisation, l'ombrage diagnostique. C'est que moi, je ne l'ai pas vécu, mais il y a plein de monde qui l'ont vécu. C'est le fait que tu arrives dans un service de santé physique, tu as des services moins bons. Ce qui t'arrive, c'est un peu vu comme étant de la somatisation. Ma mère, il a fallu qu'elle se batte pour avoir son diagnostic d'Alzheimer parce qu'elle avait dépression, anxiété. Ça a l'air de, c'est elle qui capote. Des gens que j'ai vus un peu partout, même des membres cassés, là, mais Guylaine Cloutier, que j'ai vu tantôt, elle, c'était des problèmes thyroïdiens, des gens qui c'était des cancers, ça passe free. C'est pas parce que les gens sont mal intentionnés, là, c'est plus comme encore toi, puis là, à un moment donné, tu t'overlappes, tu peux passer vite. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut sauver de l'argent public, mais c'est ça vraiment ta job. OK. Mais donc, structurel, ça va, le truc dans les services, c'est un mélange social puis structurel. Puis il y a l'internalisé où j'ai pas downloadé le petit film que je voulais vous montrer. C'est que ceux qui veulent, je le montrerai à la fin. Là. Okay. Donc, internalisé, c'est un peu en gros, ben tu crois pas en toi, puis tu t'aimes pas, puis tu peux penser à mourir, parce que c'est comme... Si t'es rendu ça, t'es pas astronaute, là, t'es ça. Okay. Croisé, le fait d'avoir plusieurs stigmates va changer la donne. Par association, y a-t-il ici des infirmiers, ou des médecins, ou des ergothérapeutes? Ouais. C'est peut-être des gens dans votre domaine qui ont dit ben, tu vas perdre tes acquis ou pourquoi tu vas en santé mentale, tu pourrais aller en santé physique. Clairement, c'est un indice, il y a quelque chose avec toi. Okay. Donc, par association. L'évitement d'étiquettes. Okay. Une chose étrange, en tout cas, avec la stigmatisation, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des gens que ça ne leur dérange pas, comme Gilles qui est là. Je ne sais pas pointer d'en face, je pensais de pointer le corps, c'est arrivé ça. Excuse-moi. Désolé tout le monde. Les risques du métier, mais il y a des gens qui sont bien à l'aise avec le fait de la stigmatisation puis que ça ne touche pas leur cœur. Il y a des gens comme moi que c'est comme un caillou dans le soulier, puis il y a des gens que ça va être un sabot de Denver puis qui avanceront plus. Okay? C'est que peut-être qu'un des buts, ça peut être soit socialement ou soit auprès des personnes, les amener un step plus haut. Bon, c'est ça. Les stratégies connues, je vais aller vite là-dessus, parce que ce n'est pas tellement important, les stratégies. Là. Je sais que ce n'est pas ça pourquoi vous êtes là. Okay. Okay. Diane, vu que c'est toi la boss, on peut augmenter d'une heure l'atelier? Non? OK. Vraiment rapidement, il y a 3... Si vous voulez jouer là, sur la société, par exemple,
Il y a certaines choses qui sont évaluées. Il y a probablement des choses très, très, très récentes. Là, nous autres, là, on a refait notre revue de littérature jusqu'à peu près 2022, le groupe provincial. Il nous reste encore 2 ans. Ce que je peux vous dire, mettons, c'est que récemment, on apprenait, par exemple, que je sauve quand même quelques millénaires d'études, là, qui vous resteront en lien avec nous. Mais tu sais, comme récemment, on apprenait que, bon, l'histoire de faire les mythes versus réalité, ben ça peut empirer la situation de la stigmatisation. Okay? Alors qu'on pensait que c'était bien de faire ça. Okay? Donc, c'est important quand même de se tenir au fait de la recherche. 3 grosses... je sais, là, c'est pas beau, mais c'est pour lire plus tard. 3 grosses stratégies. La première qu'on connaît au niveau sociétal, la protestation. Ben, tu sais, c'est le fait de monter des dossiers, c'est la défense de droits, c'est de dire les services sont inadéquats, c'est le fait de chialer aux médias, de dire cette publicité-là n'est pas correcte. Dans le fond, là, si vous voyez en haut, là, j'ai essayé de mettre à quoi c'était utile, juste ici. On se rend compte que la protestation, c'est bon pour changer les structures, les règlements. Tu sais, si la défense de droit ou les comités d'usagers ou l'ombudsman, tu passes par là, éventuellement, ça change les pratiques. Je le vois chaque année. Là. Même l'agrément a changé des choses. Même avant l'agrément, il y a des gens qui étaient contentionnés quasiment 365 jours. Puis ça a changé ça. Tu sais, ça ne fait pas juste rendre les planchers dangereusement cirés une fois par année. Là, ça. Okay. Ça aide aussi la stigmatisation internalisée. C'est que, tu sais, quand tu as des comités de défense de droit, c'est pas juste des gens qui vont comme te casser les pieds. C'est une façon de changer son narratif aussi. Tu sais, c'est de dire, je ne suis pas juste une victime, puis là, je peux prendre du pouvoir sur la situation, puis je peux parler à des pairs, des gens semblables qui vivent ça. C'est que oui, ça se peut que tu t'encourages dans ta colère, mais ça se peut que tu changes aussi pour certaines personnes. C'est pas fait forcément pour tout le monde. Mais ça ne change pas la culture. Tu sais, c'est pas parce que vous êtes fâchés, vous montez des dossiers que je suis prêt à faire garder mes enfants par n'importe qui d'un groupe qui me fait peur. Okay? Ça ne change pas la culture. L'information, hein, il y a eu les années de Gilles où on faisait de la sensibilisation sur les troubles, sur la santé mentale, tout ça. Ce qu'on se rend compte, dans le fond, c'est, là, la diapo est un peu outdated, mais tout ce qui est parler de maladie mentale, origine neurogénétique, pour la population générale, c'est pas gagnant. Parce que ça donne l'impression que ces gens-là sont faits avec des pièces Lego différentes des autres, puis que ces pièces Lego-là, ben, sont instables ou sont... peu importe. C'est qu'ils n'ont pas de pouvoir là-dessus, puis ça ne peut pas trop changer. Okay? Par contre, avec les intervenants, ce qu'on lit, c'est que ça les rend plus tolérants. C'est que si on va aller vers la tolérance, c'est quelque chose de bien. Tu vas dire, OK, il n'est pas mal intentionné, il est juste malade, par exemple. Okay? Sinon, les discours sur prévalence, tout le monde a une santé mentale, mythe et réalité, il faut que je l'enlève de là. Sur l'espoir pour tous, tout le monde peut se rétablir, prendre un pouvoir sur sa vie. Ça aurait des effets sur... c'est pas parce que tu fais partie de ce groupe-là, mettons, des fous, que tu es forcément rempli de ces symptômes-là. Tu sais, ça aurait cet effet-là. Par contre, chez les adultes, ça marche pas. Pas que ça marche pas, mais ça marche pas assez. Okay? Donc, encore là, c'est comme je comprends que tout le monde peut se rétablir, mais là, il faut que je fasse garder mes enfants. Okay? Donc, l'idée à ce niveau-là, puis tu sais, je vous le rappelle, c'est juste qu'on a un filage émotionnel, puis là, c'est moi, tu sais, je suis zéro neuro, quoi que ce soit, là. Mais, tu sais, c'est de dire, j'ai appris que les tigres tuaient des gens, puis, il y a 5 ans, j'ai appris qu'il y a des tigres qui habitaient avec des moines. Je ne sais pas si vous avez vu ça, les moines tibétains qui ont des tigres. Je vous le jure, c'est vrai. Si tu vois un tigre qui rentre là, je ne vais pas me dire, c'est le tigre des moines, probablement. Tu sais, il y a comme une charge émotive qui va arriver, puis là, selon si je suis pressenti comme le prochain DG ou pas, tu sais, je fais rouler Diane vers le tigre le temps que tout le monde se fasse... Mais vous comprenez que l'idée, c'est comme j'ai entendu une nouvelle information, mais ce qui s'est enregistré dans mes entrailles, c'est autre chose, cette peur-là. Okay? Donc, l'info est importante parce que si je réussis à sensibiliser quelqu'un, il va me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Puis là, l'info est importante. Tu sais, donner une info sur, ben, tu peux me traiter de telle façon, mais l'info tout seul ne va pas changer le comportement, tu sais, quand j'ai peur. Okay? Ça fait du sens? Okay. Donc là, j'ai dit ce qu'il ne faut pas faire. Je suis désolé. La stratégie contact. Y a-t-il des gens qui ont déjà entendu ça? Je ne parle pas, je sais, mais la stratégie contact. Oui? OK. C'est ça, je ne sais plus à quel point là, je suis outdated puis tout ça. Stratégie contact, c'est vu comme le Graal de la lutte contre la stigmatisation, au moins sociale puis internalisée. Stratégie contact, là, ça a l'air vraiment plate, là, mais c'est de mettre en relation, de faire vivre un moment agréable entre un public cible puis des personnes du groupe stigmatisé. Okay? Mais c'est important de comprendre, tu sais, des fois on dit « Ah ouais, mais moi je suis avec eux autres tout le temps, je suis comme immunisé. » C'est comme, si tu es en relation d'aide avec quelqu'un, tu n'es pas en stratégie contact parce que tu n'es pas en relation, tu n'es pas d'égal à égal. Okay? Pour que ça soit gagnant, c'est l'égalité du statut, similitude entre les participants, que tu sais, des gens qui ont une moustache rencontrent des gens avec une moustache, interagir, pouvoir échanger des idées, d'avoir des objectifs mutuels aussi, tu sais, si on fait une recherche ensemble. Mais il faut toujours que ça se passe bien. Tu sais, des fois, on va parler... bref, je reviens juste à mon idée. Si tu es en relation d'aide, tu n'es pas d'égal à égal, ce n'est pas de la stratégie contact. Si la personne est en revendication, tu n'es pas en stratégie contact non plus. C'est pas comme c'était tellement agréable quand tu m'as ramassé sur les services. C'est pas ça. Okay? Ça va être des bibliothèques vivantes, des conférences, de travailler peut-être avec des patients partenaires, de travailler avec les comités d'usagers, mais dans une optique d'égal à égal où ça se passe bien. Parce qu'on s'entend là, que d'avoir quelqu'un là, avec un savoir expérientiel autour d'une table, comme n'importe quel collègue qui n'a jamais été dans une réunion, là, qui n'aurait pas de savoir expérientiel, bien, ça peut être désagréable. Tu sais que la personne à part, elle répond pas aux questions, elle parle pendant 10 minutes d'un point, puis tu te dis « Où est-ce que tu t'en vas? » Puis que finalement, elle n'est pas là à moitié du temps parce que je ne sais pas quoi. Il faut que tu mettes les conditions gagnantes. Okay? Ça se passe bien dans bien des cas des comités mixtes, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas juste le fait de mettre une mixité qui fait que ça marche. Il faut que tu mettes les conditions gagnantes puis que tout le monde soit prêt. Puis même que les intervenants puis les gestionnaires soient prêts parce que quand, mettons, là, je parle d'une façon de faire qui est de travailler ensemble sur des comités, les gens vont peut-être dire des choses qui bousculent sans s'en rendre compte, puis il faut que les intervenants soient prêts à le recevoir pour que ça se passe bien. Ça va, stratégie contact. Bibliothèque vivante, tu as des gens qui connaissent ça? OK, c'est un peu quétaine, là, mais tu sais, c'est l'idée, mettons, parce que c'est bizarre de rencontrer des gens. Il faut que tu mettes des contextes favorables. C'est qu'une bibliothèque vivante, c'est comme tu arrives d'un endroit, un show rock ou à l'hôpital, n'importe quoi. Tu as une bibliothèque comme qui est ad hoc. Puis là, tu regardes un catalogue de livres, par exemple, toutes sortes de livres avec des sujets. Puis là, tu vas choisir des livres qui t'intéressent, par exemple, en santé mentale. Puis la différence, c'est qu'au lieu de prendre un livre physique, tu vas rencontrer une personne pendant 15 minutes, par exemple, qui s'est préparé à dire son histoire d'espoir, de répondre à vos questions, des choses comme ça. Il y a plein de façons de faire de la stratégie contact. Ça, c'en est une parmi vraiment plusieurs. Il y a le club hors-piste, par exemple, là, à Québec, qui n'existe plus, mais c'était des jeunes en rétablissement. Puis eux autres, ils allaient jouer au basket avec les policiers puis avec les ambulanciers. Puis après ça, ils finissaient par une espèce de dévoilement. Puis là, après ça, les policiers, ben, quand ils arrêtaient des jeunes, ils disaient, ben, ils pensaient à Joey, ou ils pensaient, c'est plus ça avait touché le cœur. Puis ce qui fait en sorte aussi, c'est que c'est bon pour l'internaliser. Parce que moi, là, ayant passé d'un peu Batman à 2 vies, à quelqu'un qui ouvre sur son vécu, c'est qu'à un moment donné, tu es comme pris pour le faire de manière professionnelle, puis à dire, ben qu'est-ce que je choisis dans mon histoire, puis c'est quoi mon message d'espoir personnel. C'est que, tu sais, ça t'oblige à te structurer, tu te refais un narratif de toi. C'est pas de se mentir, mais c'est de dire comme, c'est qui moi, puis qu'est-ce que j'ai à dire comme message. C'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. Puis c'est aussi que les gens, ben, tu sais, c'est plus juste comme les professionnels qui parlent au nom des gens, tu sais. Je sais qu'il y a eu des garçons qui ont aidé,
mettons, dans le début du féminisme. Mais tu sais, au final, c'était pas comme... Les filles sont capables de faire des maths, puis de la politique, puis des discours, mais tu sais, laissez-moi vous en parler. Tu sais, c'était des filles qui venaient le faire. C'est un peu cette optique-là. Marie est là aussi. Mais qui dit stratégie contact dit il y a quelqu'un qui va me reconnaître à un moment donné aux Ardennes, puis va dire, tu sais, c'est lui qui s'était fait incarcérer pour X, Y affaires. Tu sais. C'est que, est-ce que vous m'avez aidé à réfléchir avant aux conséquences de devenir public? Est-ce que je suis prêt à l'assumer si vous faites une vidéo puis qui est encore là dans 5 ans? Ou c'est juste comme on a un projet à faire puis on va trouver un utilisateur de service puis il va comme mettre sa tête sur le bio pour la cause puis ça, préparer les gens au dévoilement. Puis il y a tout ce qui s'appelle des stratégies de résistance, là, donc de ne pas aller chercher des services, de me cacher. C'est toutes des stratégies valides, dans le fond, de protection. C'est que ça, on peut aussi en parler avec les gens. Donc c'est ça. À chaque niveau, on peut penser à des choses, jouer sur les marques identifiables, jouer sur les préjugés, etc. Je vais vous laisser lire ici. Tout ce que je veux dire, c'est que dans le réseau de la santé, bien, à un moment donné, on avait eu, en 2016-2017, on avait eu le mandat de s'occuper de la lutte contre la stigmatisation dans le réseau de la santé. Puis on a monté des formations aussi là-dessus. C'est que là, c'est là que je fais comme un pitch de vente. Non, c'est vrai. Mais écoute, vous nous rappelez, là, le groupe provincial a de l'argent, c'est que possiblement qu'on peut aider de votre côté pour des services conseils et des choses comme ça. C'est juste, on a 1h30, il faut choisir là, nos combats. Okay. Juste comprendre que selon beaucoup de stats, ben, on n'est pas exempt, les professionnels, de préjugés. Puis même ceux à qui c'est déjà arrivé de se retrouver dans un service, on n'est pas exempt non plus. Puis les pères aidants non plus. Puis des fois, à force de rencontrer les gens dans le pire moment de leur vie à répétition, bien, il y a une gang de nous autres qui commence à se faire une idée un peu erronée de c'est quoi la gang qui ont tel diagnostic. Ou, bon. Pourquoi lutter contre la stigmatisation d'un service? Bien, 2/3 des gens ne vont pas chercher d'aide ou ne sont pas compliants, on va dire. Ou c'est les intervenants qui ne sont pas compliants avec eux autres. Là. Je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Mais c'est quand même important parce que si les gens ont une mauvaise expérience client dans les services, nous autres, là, c'est cool. Là, il y a comme une bonne équipe en santé mentale, mais pour ce qui est de faire de la publicité, des bons services, on n'est pas encore rendu là. Puis les gens, ils ne savent pas c'est quoi encore les aires ouvertes, même s'il y a des millions puis des millions, mais quand tu as besoin d'aide, c'est comme, c'est quoi, je ne savais pas, il y a des aires ouvertes, je viens de découvrir ça, tu sais, puis non, mais tu comprends, tu sais, c'est le côté publicité, là, des fois, quand... et donc, si les gens ont une mauvaise expérience client, eux autres, ils en font de la publicité autour d'eux autres. Tu sais, je vais te le dire, moi, tu sais, qu'est-ce qu'il ne faut pas que tu dises, c'est pas te faire enfermer, puis le mot se passe. Une autre chose aussi qui est importante pour lutter contre la stigmatisation dans les services, c'est, on va appeler ça maintenant, la job de ceux qui aident, c'est d'être des facilitateurs de dévoilement. Okay? Parce que l'ancienne façon de faire, c'était « Attends, parle pas, je t'observe, je sais c'est quoi ton problème, je sais c'est quoi ta solution. » Puis tranquillement, c'est devenu, je parle du réseau plus professionnel, c'est devenu... c'est quoi tes projets? Qu'est-ce que ça tente de faire? Comment je peux t'aider? Puis ça, ben, les gens vont s'ouvrir parce que, comme Marie, elle me disait avant, elle dit, il faut que tu fasses attention à qui tu confies tes rêves. Parce que les gens ils peuvent te les défaire. Puis il n'y a pas grand-chose de plus intime qu'un rêve quand tu veux avancer. Ça fait peur aussi. Tu dis, si je dis mon rêve, je vais être obligé de le faire. C'est une autre affaire. Mais bref, devenir facilitateur de dévoilement, c'est dire, moi, si je veux t'aider, il va falloir que tu me livres quelque chose. Donc, si tu penses, par exemple, ça, c'est l'étude de Marc-Claude Jacques là, qui est ici.
infirmière à l'Université de Sherbrooke. Elle disait, ben, dans son étude, si on veut que les gens se dévoilent à nous, il faut qu'ils s'attendent à être effectivement aidés. Ça veut dire qu'il ne faut pas tirer à la plug trop vite, par exemple. S'il y a des idées noires, je vais-tu l'enfermer tout de suite? Ça s'est mis à se regeler si les voix reviennent ou elle s'attend à ce que je vais y nuire. Ça se peut que les gens n'ont pas la capacité de se dévoiler. C'est une autre chose. Donc, il faut les aider. Mais il y a beaucoup de gens qui disaient, craignent la stigmatisation de la part du professionnel, craignent d'être mis dans une boîte. C'est que d'accompagner les gens qui ont peur qu'on les mette dans une boîte, c'est un peu de ça que je voulais parler. Mais là, je suis comme le comité scientifique ne m'a pas donné le temps de... Non, parce qu'il fallait que je fasse une introduction. Mais tout va être dans le PowerPoint de toute façon. C'est important à ce niveau-là. La formation de lutte contre la stigmatisation des services, dans le fond, on essaie de voir qu'est-ce qui est vu comme stigmatisant par la clientèle. On a en masse de choses que vous allez pouvoir lire, comprendre pourquoi c'est important. Puis après ça, il y a plein de choses. C'est comprendre dans les solutions individuelles, comprendre ce qu'il y a en arrière de nos actions, savoir prévoir les effets, prendre conscience de nos croyances, développer un savoir-être grâce à la stratégie contact. Ça revient tout le temps là, dans la littérature ce temps-ci. Comment tu vas être un meilleur professionnel? Stratégie contact. Il devrait, au lieu de nous payer, mettons, 15 000 $, c'est comme, ramasse-toi un 100 $ par réunion d'équipe, fais venir quelqu'un, savoir expérientiel, faire un témoignage, 10 minutes à chaque réunion d'équipe pour ne pas oublier le rétablissement. Puis au niveau structurel, je vous avoue que si vous êtes, mettons, tout seul de votre équipe ici, puis que vous revenez avec des trucs sur la STIG, moi, mon expérience que j'ai vue avec les agents de changement, puis encore là, tu pourras me dire, Diane, mais c'est que si tu as un agent de changement tout seul dans l'équipe, ça se peut qu'il devienne la bébite de l'équipe. Ça se peut qu'il devienne le bizarre de l'équipe. Okay? Donc, il y a des choses au niveau structurel à faire. Il faut qu'il y ait une volonté du gestionnaire pour dire on fait un virage vers quelque chose sur la stigmatisation, mais qu'un employé le fasse de son propre chef, ça peut finir par ressembler je te call out, puis là, ça crée des malaises dans l'équipe. Travailler avec les éléments, les instances de défense de droits et d'intérêts, puis il y a des mesures. C'est correct, hein? C'est un atelier relax où vous n'aviez pas à participer, ça vous va là, pour l'instant? De toute façon, je ne vous laisserai pas le temps de faire mon plan. Okay. Mon but, c'est de parler jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de temps, puis après ça... Okay. C'est qu'il y a différentes choses qui sont vues comme stigmatisantes. Vous pourrez le lire, je vais juste vous montrer des exemples. Puis on parle de perception. Okay? Donc, quand c'est vu comme paternaliste, condescendant, peut-être que je suis trop sensible, mais je vais le sentir des fois. La posture intervenant, des fois, c'est comme ça me fait mal. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Puis là, je dis « je » pour que ça soit incarné, mais ça, on parle d'études puis de consultations qu'il y a eu. Okay? Donc, paternaliste, condescendant, dénigrement, blâme, l'évitement, qu'on ne peut pas travailler avec certaines personnes, puis les gens le sentent, les attitudes pessimistes envers le pronostic, référer à la personne par son diagnostic. C'est pas forcément, on s'entend, là, mais en réunion, par exemple. Okay? Puis après ça, tu as des collègues qui t'ont jamais dit, eux autres, que c'était la même chose, mais clairement, ils vont se garder une gêne de t'en parler à un moment donné, dépendamment de comment tu parles de la clientèle. Puis je tiens juste à dire, puis il y a des vidéos, je vais vous envoyer, mais tu sais, quand je dis ça, la posture du groupe provincial puis de la QRP, ça a toujours été, sérieusement, là, la plupart du monde font vraiment du bon travail. Tout le monde a un peu ses raisons, des fois, pour faire des choses qui peuvent être vues stigmatisantes. Mais là, c'est pas que les gens sont incompétents ou qu'ils sont méchants, c'est juste qu'on amène des nouvelles choses à considérer qu'on ne savait pas avant. Okay? C'est juste ça. C'est juste dire pour dans ma posture, là, quand je dis... je suis plus un gérant d'estrade. C'est vous autres qui savez si ça s'applique à votre milieu ou pas. Il y en a différentes choses là.
mais dans certains cas, mettons même la mauvaise qualité de disposition des lieux. Je ne sais pas si c'est beau là, sur vos étages, vous autres. Hein? Petit coup de peinture, l'horloge avec un grillage. Puis ça, okay. Toutes les fois qu'on a entendu que les gens se sont lancés l'horloge. Hein? C'est que ça, c'était Esther, hein, une de mes anciennes collègues, qui avait fait ça, mais c'est basé sur plusieurs revues de littérature. Dans le fond, ça veut dire quand les gens perçoivent d'être stigmatisés, puis dans le fond, c'est de dire les professionnels agissent comme ça avec moi parce que je suis un malade. C'est juste, c'est pas plus compliqué que ça la plupart du temps. Quand ils perçoivent une injustice ou qu'ils ne sont pas bien traités, ça peut faire vivre des émotions difficiles, mais quand même assez intenses, qu'il y a des gens qui sont fâchés pendant 50 ans, puis que c'est pas juste comme une psychose. Là. OK? Parce que c'est tellement gros qu'on ne sait pas comment faire passer l'émotion ou que personne les amène à ça, par exemple. Ça peut faire baisser l'image de soi, hein, puis l'espoir. Et ça peut créer un bris de relation, là, comme je disais tantôt, là, avec le personnel ou avec les services en général. Et ça va avoir des effets assez importants. En tout cas, chez certaines personnes, ça va leur enlever des opportunités de se rétablir, puis au niveau de la santé. Moi, j'aurais tendance à vous dire que même si les gens s'en vont probablement survivre sans nous, puis il y a une gang qui va se rétablir pareil sans nous. Mais quand même, ça enlève des opportunités. Donc ça, puis des choses qui en arrière, vous pourrez les lire, mais le sentiment d'impuissance, soi-même ne pas croire que les gens peuvent se rétablir. Il y a plein de choses à faire. Okay? Je vous laisse regarder ça. Il n'y a rien que vous n'êtes pas capable de lire. J'ai fait une série, une liste, dans le fond, de choses que moi, je forme depuis 2013. Puis, tu sais, c'est vraiment comme, vous allez me dire, peut-être que, un peu comme pour la STIG, quand on a l'impression de faire des bonnes choses, mythe et réalité, puis que c'est pas bon. Okay? Je vais juste vous parler de ce que j'ai vu dans les 18, je pense en tout cas, c'est encore 18 ou 17 régions du Québec. Des gens qui ont eu de la difficulté à être moins stigmatisants, des gens qui ont de la difficulté à accompagner. C'est que je vous dis juste des choses que moi, j'ai appris, puis ça vaut ce que ça vaut. Puis si ça ne vous intéresse pas, ben faites juste hocher la tête, puis après ça, vous me dites une belle présentation, puis on est quitte. Okay. C'est bon. Il reste genre 10 minutes. Ça va, je fais juste une liste là-dessus. J'ai sauté le premier. Parce que je trouvais ça trop compliqué, je l'ai mis à la fin. Une première chose que moi, je crois honnêtement, en regardant tout ce qui existe sur la stigmatisation, qu'on peut baser notre accompagnement au complet sur des outils liés à la stigmatisation, puis que ça va aider les gens à se faire une meilleure vie. Okay? C'est que je vous propose des possibilités. Première chose qui est importante, je pense, c'est l'accueil au début. Il y a Richard Langlois ici qui a écrit des livres, une couple de livres, puis il m'a tout le temps dit, peu importe le nombre d'années que tu as, puis les études que tu as, si tu n'as pas appris à accueillir quelqu'un quand il arrive, tu as passé à côté de quoi d'important. Quand tu arrives en quelque part puis que tu as l'impression d'être au bas d'une échelle, si tu es déjà bien sensible, ça se peut que tu n'aies pas envie d'y retourner. Ou que tu es tellement habitué que c'est cool, je vais rester écrasé, moi j'appartiens au bas de l'échelle. Okay? C'est avec l'accueil, la façon de le faire, puis de comprendre que les gens ont peut-être des blessures, puis que c'est comme c'est légitime. Je le nomme comme ça. Mais je pense un gros truc important qu'on a oublié souvent, que je voyais avec beaucoup de collègues un peu partout au Québec, c'est de s'intéresser aux expériences de soins de la personne précédente. Tu sais, si la personne, elle pense que c'est d'être pris en charge, si la personne, elle pense que elle ne comprend pas son diagnostic, si la personne elle a été, de sa perception, violentée, si elle a perdu ses droits. Tu sais, on l'a vu tantôt, là, tu sais, les risques, ça peut être de vivre des grosses émotions, ça peut être de la baisse de l'estime, de l'espoir, puis ça peut être le lien avec les services. D'entrée de jeu,
d'avoir cette discussion-là, il y a plein de choses qui sont liées à ça. Okay? C'est traumatisant de vivre des épisodes difficiles, c'est traumatisant d'être mal reçu. Okay? Donc, s'intéresser aux épisodes avant, puis je vais vous dire, moi, je ne sais pas comment faire passer les émotions, mais j'ai d'autres trucs que je vais vous parler. Ça fait-tu du sens? Mais c'est des trucs simples. Là. Donc, s'intéresser à ce qui s'est passé avant. Être facilitateur de dévoilement, vous pourrez relire la slide, mais de trouver, dans les choses qui aident là, au dévoilement, mis à part de dire aux gens d'être authentiques, de soi-même se présenter comme un être humain égal. Là, je reviens à la diapositive de mémoire, d'essayer de ne pas être stigmatisant, de s'assurer que la personne ne va pas se sentir trahie par nous autres. Puis de là, c'est important de savoir si elle s'est sentie trahie par quelqu'un avant. Il y avait des choses qui ressortaient aussi en parlant au monde. Il y a des fois le genre, parce que, tu sais, ça se peut que il y a des choses qui me gênent de parler à une fille ou qui me gênent de parler à un gars. C'est que ça, on peut le considérer. C'est pas que c'est binaire, là, mais que c'est des fois, il y a comme il y a un autre aussi aspect, des fois, de se montrer fort comme intervenant. C'est spécial, hein, mais j'ai une partie des gens, moi, qui m'ont dit, moi, je le dis pas à mon intervenant que j'ai rechuté ou que ça va pas bien, parce que je veux pas y faire de la peine. Je veux pas qu'ils pensent que c'est un mauvais intervenant. Okay? C'est qu'il y a des gens qui vont pas se dévoiler pour comme nous ménager parce qu'ils nous aiment bien. Je veux juste le dire comme ça, c'est un truc de plus. Ouais. C'est que ça qu'il y avait là. Informer, discuter sur la stigmatisation, sur la perspective indirecte. Avec le PowerPoint, si vous avez mis votre courriel, on va vous envoyer, on a 8 vidéos. Okay? C'est l'ancien logo, c'est des trucs de même, mais ça parle, mettons, de stigmatisation et amitié. Tu sais, est-ce que, je vous donne un exemple, là, tu sais, est-ce que tu as perdu tous tes amis quand tu es tombé malade? Puis, tu sais, il y a mais c'est tout nuancé. Il y a des gens qui vont dire dans la vidéo, ben, t'entretenais-tu bien tes amis avant de tomber malade? Tu sais, il y a toutes ces nuances-là. Tu sais, côté d'amour, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont vécu des gros rejets, qui sont pas game d'en parler, puis il y a des gens que, écoute, c'est comme ils se sont rejoints dans les difficultés ou dans tu sais, puis, etc. Donc, il y a plein de possibilités. Si on peut faire de la psychoéducation, c'est d'ouvrir sur la stigmatisation. Puis oui, le rétablissement, ça peut être de dire, j'y vais dans le sens de ce que toi, tu veux me parler. Mais en même temps, on peut comme décider de crever l'abcès, comme si ça te tente, les faire dans la pièce, puis de dire comme, c'est pas facile d'avoir un diagnostic, c'est pas facile d'avoir vécu des difficultés. On peut-tu ouvrir la discussion là-dessus parce qu'il y a bien des choses qui se cachent derrière ça souvent. Fait que ça, on va vous envoyer des outils par rapport à ça, si ça vous intéresse. Je ne sais pas avec la loi. C'est quoi la loi là, qui empêche d'envoyer des courriels aux gens? Je pense que je suis correct. Là, je sais pas ça. Okay. 5 stratégies de résistance. Donc là, vous avez eu une slide. On a un guide sur le dévoilement aussi, à aider à accompagner les gens dans leur dévoilement, puis qui parle un peu des autres stratégies de résistance. Un peu comme Luc, tu disais, ben, ça se peut finalement que j'aille à changer de milieu, tu sais. Puis je ne suis pas tout seul. Tu sais, c'est important de le nommer que c'est quelque chose qui existe, parce que sinon, ça devient tellement un enjeu individuel que c'est comme honteux. Je ne sais pas comment expliquer. Là. Ouais. Excuse? Écoute, je ne sais pas, mais je sais que... Oh, ben, OK, oui, peut-être. Il y a ça. Prise de pouvoir et narratif, donc encore là, diriger les gens vers la défense de droits, la défense d'intérêts. Il y a des gens qui vont se retrouver là-dedans. Oui. Qu'on aime ou pas, hein. C'est pas notre job comme intervenant d'aimer ou pas une affaire, c'est de dire est-ce que c'est utile ou pas à la personne. Prise de pouvoir narratif, stratégie de contact. Donc, encore là, vous nous appelez, on vous aide à faire des bibliothèques vivantes, à faire des stratégies. Des fois, on appelle ça speed dating aussi, tu sais, une rangée d'intervenants, une rangée de personnes qui ont été chercher des services. À chaque minute, ils doivent répondre chacun à une question personnelle. Parle-moi de ton meilleur ami quand tu étais jeune. C'est quoi ton animal? Ça a l'air niaiseux, mais juste comme d'interagir sur autre chose que
la relation aidant-aidé, à un moment donné, eux autres se rendent compte qu'il y a un humain derrière l'intervenant, puis l'intervenant se rend compte qu'il y a peut-être un humain derrière, peut-être. Ouais. Donc, ça peut vous aider à ce niveau-là. Le soutien, l'angle rétablissement personnel, pleine citoyenneté. Parler de la pleine citoyenneté, que les gens ont le droit d'aller dans la direction qu'ils veulent. Axé sur les forces aussi, il y a des formations sur les forces. Il y a beaucoup... Moi, quand je suis arrivé, c'était axé sur... quand je suis arrivé, là, pas longtemps, mais c'était sur le deuil. C'est plus, tu n'auras pas vraiment les choses que tu pensais avoir dans la vie. On va aborder le deuil tout de suite. L'approche par les forces, c'est pas un peu comme une autre game qui est quand même intéressante. C'est pas comme, il faudrait travailler sur ta stabilité. C'est plus... Attends, t'as-tu déménagé 10 fois cette année pendant la nuit en sortant tous tes trucs? Puis t'as réussi à avoir 9 fois un logement sans référence? Attends, on va s'asseoir, explique-moi ça. Comment tu fais? Okay? Donc, c'est autre chose. Je ne dis pas que ça marche avec tout le monde, mais c'est autre chose. Donc, il y a des formations là-dessus. Puis, quelque chose qui existe aussi, plus au Canada anglais, mais qui est intéressant, c'est un peu l'approche All People, all Pathways. C'est dire, il y a toutes sortes de monde, puis peut-être que toi, mettons, on parle de dope, là, mettons, mais toi, c'est peut-être les groupes de 12 étapes qui iraient avec toi, mais c'est correct aussi si tu veux juste réduction des méfaits ou si tu veux juste continuer, mais changer ton pusher. Et donc, All People, All Pathways, c'est plus des façons de rencontrer les gens puis de dire, remettons en question ce qu'on fait, puis au pire, on continue après dans la même direction. Stratégie de contact. Je reviens là-dessus. Stigmatisation, c'est pas juste de soi-même de venir faire de la stratégie de contact, mais d'être en contact. Que ce soit des pairs aidants, que ce soit des conférenciers ou que ce soit vous comme intervenant, c'est aussi... j'ai-tu dépassé? Je m'excuse. Donnez-moi 60 secondes, puis je vous laisse partir. OK? Il est 3 heures pile. Il y a beaucoup de gens qui ne s'identifient pas à grand-chose, mais quand ils entendent quelqu'un faire un témoignage de 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ils ne vont pas tous s'identifier à lui, mais il y a des gens qui vont s'identifier, puis qui vont dire « moi aussi », ou ils vont dire « moi également », puis moi aussi, ça crée de la confusion. Mais ça sauve des vies, cette histoire-là. Puis aujourd'hui, c'est ça, il n'y a pas juste les pairs aidants ou les conférenciers, les professionnels peuvent apprendre à utiliser judicieusement leur vécu personnel aussi pour créer du lien. Moi, ma blonde a dit, moi, je veux pas que mon travailleur social jamais me parle de sa vie, puis parce qu'elle n'a pas vécu exactement la même chose. Moi, j'ai été éloigné, puis de savoir qu'il y avait comme un intervenant quelque part qui avait un vécu X, qui prenait de la médication, je sentais quand il était dans la pièce que j'étais en sécurité. L'outil remède personnel, on pourra en reparler, c'est pas si important. Les directives anticipées puis le plan de bien-être, c'est un peu intense de la P38, c'est que si ou autre chose, mais si j'ai dit, ben tu sais, rendu à telle étape à telle situation, mettons, si je me parle tout seul, je te permets d'appeler ma mère. Si je ne rentre pas dormir 3 nuits puis je parle tout seul, je te permets d'appeler mon psychiatre. Si je suis tout nu sans main, je te permets d'appeler la police. Mais tu sais, c'est comme ça a été fait d'avance. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est comme quelqu'un qui a vécu ça, me faire demander de faire mes directives anticipées, moi, je suis insulté. Genre, toi, tes directives anticipées. C'est que ce que je veux dire, c'est que comme intervenant, il n'y a rien qui vous empêche de faire la même chose, quitte à jamais arriver à la première étape, mais dire, moi aussi, je l'ai écrit. Okay? Je trouve ça plus respectueux. Okay? Les notes axées sur le rétablissement. Des notes axées sur le rétablissement, c'est de regarder les forces. Mais je vous dirais que ça, c'est vraiment un virage important. C'est de dire, tu sais, d'habitude, les notes axées sur les notes... C'est nous pour l'équipe, même si ça appartient à la personne, mais les notes axées sur le rétablissement, c'est plus tu prends 10-15 minutes à la fin de ta rencontre, puis tu fais les notes avec la personne.
Puis s'il n'est pas d'accord, tu peux écrire, pas genre te censurer, mais elle dit la personne n'est pas d'accord. OK? C'est que là, ça, c'est vraiment ses notes. C'est plus un aide-mémoire pour elle de votre rencontre. C'est que ça, c'est autre chose, des notes axées sur le rétablissement. Ce n'est pas tous les ordres qui sont à l'aise avec ça. Langage et savoir-être. Je dis, il y a un langage de personne d'abord, mais si tu fais le savoir-être, je pense qu'il est plus important pour bien du monde. Tu sais, je peux dire, Madame Gagné, venez ici, puis être vu comme genre pas respectueux, puis je peux dire, hey, toi, ma petite dépressive, viens ici. Puis, tu sais, je sais que c'est pas la bonne chose à faire, mais c'était pour caricaturer que tu peux avoir une bonne relation avec, puis que ça passe mieux que Madame Gagné. Gestion solidaire du risque, je vais finir avec celle-là. Il y a des protocoles de risque qui existent. Puis souvent, quand on accompagne des gens, les gens ne prendront pas de risque pour plein de raisons. Puis nous, comme intervenants, on ne prendra pas de risque parce qu'on ne veut pas avoir l'air épais par rapport à notre patron, par rapport à nos collègues. Le protocole de risque solidaire, c'est que chacun s'assoit puis dise, bien, OK, tu vas apprendre les arts martiaux, mais c'est comme, ça fait 5 fois que tu es violent chez nous à l'interne. Mettons qu'on parle de ce qui s'est passé à Pinel, c'est un cas réel. Bien, moi, je ne te donnerai pas des cours de taekwondo, même si c'est pour ton rétablissement. Et là, on a décidé de faire signer la personne pour dire, là, tu n'es pas en psychose, tu comprends que tu pourrais arracher des têtes puis que ça serait comme dangereux. Moi, je suis prêt, puis toute l'équipe est prête à signer pour te donner un petit peu plus de temps pour t'aider à gérer tes émotions. Le gestionnaire dit, moi, je m'occupe des médias puis des assurances s'il y a quelque chose. Puis on fait rentrer les cours de taekwondo. Puis finalement, la personne, genre, à l'avance, puis même elle devient comme bouddhiste, même si ça n'a pas rapport avec le taekwondo. Mais c'est de mettre en place des protocoles de risque solidaires au lieu de dire non, on ne prend pas les risques. C'est que ça, c'est une autre affaire qui est moins stigmatisant puis responsabilisant. Fait que désolé si j'ai coupé ce cours, mais bon colloque tout le monde. Okay.